Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonsoir et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Comment concilier parentalité et vie professionnelle? Plus d'un jeune sur deux parents se dit en détresse faute d'aide. On en parle à l'occasion d'une dernière étude OpinionWay. Ce sera en première partie de notre émission. Comment concilier distraction et santé suite aux annonces de Catherine Vautrin sur les écrans avant 3 ans? On en parle avec la cofondatrice de Tikino, une solution pour des contenus plus intelligents. Dans son panorama cette semaine, Adrien Fontenot nous emmène au cinéma voir Jeune mère, le dernier film des frères Dardenne sur la problématique de ces presque adultes et pourtant déjà mamans. Mais avant cela, place à l'entretien. La parentalité fragiliserait le parcours professionnel et la surcharge mentale en serait largement sous-estimée. C'est l'un des enseignements d'une dernière étude réalisée par OpinionWay pour TEL et les parents zen. On en parle tout de suite avec nos invités. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir Marine Dezandre, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice des Parents Zen. Merci d'être avec nous. Anaïs Roux, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue et directrice scientifique chez TIL. Fatigue, surcharge mentale, isolement, renoncement de carrière, comme quoi ce sont des choses qui nous parlent. La parentalité en entreprise reste un angle mort des politiques ressources humaines, alors même que 89% des salariés, en tout cas des personnes qui travaillent dans l'entreprise, ont des responsabilités familiales. C'est ce que révèle l'enquête réalisée par OpinionWay pour TIL et les parents zen. 89% à être parents, c'est quand même assez formidable et pour autant à vivre difficilement ce statut professionnellement. Comment vous l'expliquez l'une et l'autre ? Peut-être Marine, allez-y. Alors juste, c'est dans l'observatoire de la parentalité, les D'accord. 89%, c'est pas dans notre enquête. D'accord. Mais c'est vrai que, comment expliquer... Votre enquête, c'est quoi le chiffre ? Alors, ce qu'on peut dire, nous, ce qu'on a retenu, c'est que pour les jeunes salariés parents, donc les moins de 35 ans, il y a plus de la moitié qui sont prêts à quitter leur entreprise pour une entreprise plus family-friendly. Donc ça, c'est quand même très fort. Et il y en a 14% qui ont déjà passé le pas. Moi, c'est ce que je retiens... Anaïs Roux, comment vous l'expliquez ? Moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est d'aller un petit peu voir l'historique de la place de la parentalité en entreprise. En fait, la parentalité n'a jamais eu sa place en entreprise. Que ce soit à l'ère du taylorisme ou des villes, usines qui étaient créées à l'époque, la parentalité n'avait pas sa place parce qu'il y avait toujours le deuxième parent, donc la maman, qui restait à la maison pour s'occuper de l'enfant. Aujourd'hui, depuis que maintenant des années que les femmes ont pris leur part du marché sur le monde du travail, en fait, on s'attend toujours à ce que, en tout cas les entreprises s'attendent toujours à ce qu'il y ait une sorte de tierce personne qui s'occupe des enfants à la maison. Et c'est là où en fait il y a un décalage, c'est qu'en fait comme c'est un sujet dont on n'a jamais parlé et qu'on n'a jamais vraiment abordé, aujourd'hui on arrive à un point de rupture où les parents sont occupés en entreprise avec un monde, des injonctions, des urgences, une charge mentale, une charge de travail et avec une autre charge de travail à gérer à la maison et personne qui n'est là pour s'en occuper. Une entreprise, c'est pas forcément juste un patron qui décide et des gens en dessous, c'est pas forcément que pyramidal, ça peut aussi un peu mieux se passer que cela. Et pour autant, je reprends le chiffre de l'Observatoire de la parentalité, 89%, mais ça n'empêche que quand même, on est tous plus ou moins, en tout cas le chiffre est assez fort, parents, ou en tout cas on peut s'occuper de manière indirecte d'enfants, et pour autant on a l'impression d'une autocensure. Est-ce que c'est ce que vous ressentez ? C'est-à-dire que soi-même, on est tellement finalement habitué à cela par la société. Alors une autocensure, je dirais que c'est surtout une sorte d'injonction à devoir gérer sur tous les fronts et à avoir cette injonction à performer, que ce soit en tant que parent ou en tant que salarié. Et il y avait un concept dont on parlait avec Marine d'ailleurs la dernière fois pendant le webinaire, c'est cette notion, on entend de sorte de super-héros. On entend beaucoup ça pour les mamans, notamment que les mères sont des super-héros des temps modernes. Ce qui est un petit peu compliqué, moi de mon côté, à entendre cette notion, parce que ça veut dire qu'il y a une injonction à surperformer partout et que c'est limite glamourisé un petit peu. Et non seulement glamourisé, mais en plus c'est nommé de manière à ce que ça passe finalement. Alors comme c'est nommé et comme c'est formidable, on s'y fait. Il y a des burn-out, voilà. Et donc, à partir du moment où on a cette injonction de surperformer, d'être une super-héros, bien évidemment, la majorité des mamans ou des papas n'y arrivent pas. Et donc du coup, il y a vraiment cette impression de devoir montrer qu'on gère sur tous les fronts et de ne pas justement demander de l'aide et accepter que c'est difficile et donc aussi verbaliser finalement les besoins que les salariés ont envers la parentalité. Est-ce que ce sont les employeurs qui sont sourds aux besoins des employés ?
Certains, oui. Et c'est vrai que suivant les chiffres qu'on a aussi dans l'enquête, évidemment, il y en a trop peu qui mettent en place des solutions de parentalité dans leur entreprise. Et ceux qui le font, eh bien, ils tirent leur épingle du jeu, ils attirent plus facilement des talents, ils les fidélisent et ils les engagent aussi. Donc il y a un vrai retour sur investissement pour les entreprises. Et évidemment, les entreprises qui le font, c'est aussi des entreprises qui en général sont bienveillantes avec tous leurs salariés. On a des clients qui font des choses formidables dans tous les secteurs d'activité et toutes les tailles d'entreprise. C'est pas la panacée. Ouais, l'argumentaire du télétravail, finalement, c'est pas un argumentaire qui est lié à la parentalité, qui est plus lié à un mode de vie différent. La parentalité, ça aide tous les salariés, ça aide aussi les parents. Mais plus que la parentalité... Vous voulez dire le télétravail aide la parentalité? Oui, pardon, le télétravail. Mais ce qui est demandé par les salariés, ce qui est le plus attendu là, quand on fait nos enquêtes, c'est la flexibilité des horaires. Donc c'est le fait en fait de pouvoir s'absenter parce qu'il y a un rendez-vous chez le pédiatre ou un rendez-vous particulier pour un enfant plus grand sans devoir poser une demi-journée. En fait, on dit juste à son manager by the way, je serai pas dispo entre telle heure et telle heure. Puis de toute façon, les gens qui sont consciencieux, ils font leur travail et ça ne pose pas de problème, ils vont se reconnaître. Ça dépend ce qu'on fait comme travail, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'on peut de temps en temps s'en arranger, mais pas forcément. Évidemment. Si on est dans un travail qui n'est pas toujours... Si on est dans une entreprise industrielle, et voilà, c'est comme le télétravail, malheureusement, tout le monde n'est pas... Je veux bien compléter la réponse de Marine, parce que je trouve que ce que tu disais au début était hyper intéressant et je pense que ça faudrait compléter par... En fait, aujourd'hui, il y a des entreprises qui mettent en place des choses. Il y a deux dimensions par rapport à ça qui sont un peu problématiques. C'est qu'il y a une partie qui met en place des choses mais qui ne sont pas adaptées aux besoins des collaborateurs. Et il y a aussi une autre partie qui est qu'ils mettent en place des choses mais ils ne communiquent pas dessus. Et ça, c'est un autre enjeu. C'est aussi comment est-ce que j'ancre dans les rituels, dans les pratiques, comment est-ce que je communique sur ce que je mets en place pour donner en fait l'opportunité aux collaborateurs de s'en saisir et de l'implémenter dans leur quotidien. Nous, c'est vrai qu'on aura l'occasion du coup de revenir sur toutes les mesures à mettre en place, mais je pense qu'il y a vraiment cet aspect communication et ancrage qu'il faut aussi bien aborder quand on est... Pour revenir sur l'aspect sociétal, sur les injonctions dont vous parliez, effectivement, nous recevions cette semaine la haut-commissaire à l'enfance, Sarah El Haïry, et qui questionnait clairement la position, en fait, la place de l'enfant dans la société. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas ça, finalement, le problème de départ ? Marine, peut-être vous voulez commencer. La place de l'enfant dans la société. Ça ne parle pas. Par rapport à... Est-ce que l'enfant a sa place dans la société lorsqu'il y a des espaces no kids, lorsqu'on on a du mal hermétique, par exemple? Oui, ça vous, non, ça n'a pas l'air de vous... Non. Je ne sais pas, non. Je suis désolée, je n'ai pas d'avis sur la question. Je ne sais pas si ce sont deux dynamiques qui sont liées. En tout cas, ce sont deux dynamiques parallèles, dans le sens où... Le No Kids, il est assez récent en réalité, alors que la parentalité... l'espace No Kids, c'est vraiment un argument parmi la place de l'enfant dans la société. C'est aussi tout ce qu'on donne à l'enfant, les droits de l'enfant, etc. C'est les droits des salariés justement par rapport à leur positionnement en tant que parents. Enfin, c'est pour ça que je pose la question. C'est pas innocente. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a un lien entre les deux. En tout cas, les deux, clairement, évoluent en parallèle. Et ce qui est juste, c'est qu'à partir du moment où la parentalité n'est pas acceptée dans notre vie entière et donc dans nos espaces de vie, qu'ils soient sociaux, professionnels, il est en effet assez évident qu'on peut se questionner sur, du coup, la place de l'enfant derrière. Ensuite, qu'est-ce qui est de la poule, qu'est-ce qui est de l'œuf, j'en ai aucune idée. En tout cas, les deux évoluent en effet en parallèle. A priori, c'est quand on a un enfant qu'on devient parent. Un parent salarié sur 3 déclare que sa carrière a été impactée par l'arrivée d'un enfant, justement, et ce chiffre grimpe, comme toujours, à 43% chez les femmes. Chez les femmes aussi, chez les femmes. Encore aujourd'hui, donc on constate un réel écart entre femmes et hommes. Ouais. Et oui, toujours. Et nous, on le voit aussi sur les parents qui s'inscrivent sur notre site internet pour se préinscrire en crèche. C'est essentiellement des femmes qui font la démarche, en tout cas. Ouais. Oui, et puis je pense que dans les politiques d'entreprise, très souvent, les entreprises peuvent paraître, à juste titre, peut-être assez frileuses, peur de dire le mauvais mot, peur de mal dire les choses, donc ils sont assez frileux, en fait, à l'idée de séparer un accompagnement pour les mères, un accompagnement pour les pères. En fait, le problème, c'est qu'en faisant ça, on nie une partie de la réalité qui est que les femmes sont beaucoup plus impactées
dans le sens où elles sont beaucoup plus nombreuses à être impactées dans leur projection de carrière, à refuser une augmentation, à refuser une prime, à avoir une charge mentale plus élevée. Donc à partir de là, quand les chiffres sont là, c'est un petit peu une obligation finalement de constater ça et de mettre en place des mesures qui sont et adaptées à la parentalité pour les mères et adaptées à la parentalité pour les hommes. Sinon, alors sans forcément utiliser des mots qui peuvent contrarier encore certaines personnes en 2025 comme le féminisme ou autre, mais je pense que ce sont des dynamiques sociétales très importantes à prendre en compte pour l'entreprise. Oui, et on a besoin que les hommes, les managers notamment, mais pas que, prennent leur part de parentalité, aillent s'absenter justement pour un rendez-vous à l'école ou une réunion parents-classe, partir plus tôt, et sans qu'on leur dise « tiens, t'as pris ta demi-journée ». Enfin voilà, et qui prennent leur congé paternité. Voilà, on a besoin de ça pour que ça équilibre un petit peu plus. Oui, pour autant, c'est vrai que les chiffres sont assez parlants. Encore une fois, je le disais dès le départ, 89% à être parents et pour autant à vivre ce même sentiment. Donc en fait, il y a effectivement une différence entre les hommes et les femmes, mais même les hommes se sentent contraints par ces injonctions de société dont on parlait. Complètement. Et c'est pour ça que dans les mesures, alors il y a plein de mesures qu'on a abordées dans ce baromètre, mais une des mesures, c'était notamment la psychoéducation. Ouais. Et quand on parle de psychoéducation sur ce sujet, c'est notamment ça. C'est notamment comprendre en fait qu'est-ce que la charge mentale qui incombe aux mères, par exemple. Quels sont les tenants et les aboutissants de cette charge mentale? Quand on apprend ça aux mères, bon, clairement, elles sont déjà au courant de tout ça. Oui, c'est ça, ça paraît étonné. Voilà. C'est que les papas le réalisent. Exactement. En revanche, quand on partage ça au deuxième parent, au papa, là, il y a une prise de conscience qui déjà vient d'un terrain neutre, l'entreprise, et donc ça peut aussi favoriser l'adhésion et la réalisation de certaines dynamiques, et donc un partage peut-être un peu plus équitable en effet de la charge mentale. Mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas une peur aussi des patrons de boîtes de se dire si je partage cela avec mes employés, je vais les encourager à peut-être être plus absents, à moins travailler? Est-ce qu'il n'y a pas une antinomie entre le souci de performance finalement et l'idée de cette charge mentale qui n'est pas du tout acquise dans la conscience? L'idée, c'est de donner des éléments, enfin des services qui vont les aider justement à gérer cette charge mentale et l'organisation au quotidien. Et c'est pour ça qu'on a créé l'appli Zen+. Donc on a là-dedans évidemment les places en crèche, mais on a des services dès l'attente d'un enfant jusqu'à pour les salariés aidants. Et en fait, c'est toutes les choses qui prennent de la bande passante dans le cerveau des hommes et des femmes. Déjà, si on peut donner des réponses bien orientées plutôt qu'à passer du temps à surfer sur Google ou maintenant ChatGPT et autres, déjà ça aide vraiment les salariés. Oui, cette pression, cette charge mentale dont je parlais, quand même, je donne un chiffre, 57% des parents salariés ressentent une augmentation de leur charge mentale liée au travail et en cause la difficulté à gérer les urgences familiales et professionnelles, c'est à 27%. C'est énorme. Oui. C'est énorme. Et je trouve que c'est justement quand on parle de ces urgences et de cette charge mentale, moi j'aimais beaucoup votre question sur la performance parce que c'est le principal argument en fait qu'on a au quotidien. Nous on parle de santé mentale et c'est ça, c'est si je favorise l'épanouissement et le bien-être, qu'est-ce qui me fait dire qu'ils vont rester dans mon entreprise? Et pour moi c'est complètement pensé à l'envers. Et quand je dis pour moi, c'est qu'aujourd'hui il n'y a aucune étude concrète qui montre que prendre en charge la parentalité ou prendre en charge la santé mentale a un impact négatif sur la performance. Au contraire, ne pas la prendre en charge a un impact beaucoup plus important sur le ROI, sur le turnover, sur l'absentéisme, sur la baisse de productivité, beaucoup plus, alors que le fait de le prendre en charge, au contraire, a un impact positif parce que vous allez travailler sur la rétention de ces talents-là. Oui, c'est ça, parce que ça les pousse à partir. Plus on les écoute, et plus... Oui, d'aller les voir ailleurs, parce qu'il y a une entreprise, ils ont passé un entretien et on leur dit que justement, il y a des choses qui sont mises en place pour les parents. Alors, ils ne sont peut-être pas déjà parents, mais c'est peut-être un projet, ou alors ils le sont, et ça fait tilt, quoi. Et on a un chiffre, quand même, il y a une étude qu'avait menée EY, qui disait que quand même, il y avait un surinvestissement des salariés à 70% pour ceux qui étaient accompagnés en tant que parents. Donc il y a vraiment des choses réelles. Ouais. Tous exactement sur le même plan, alors hommes et femmes, peu importe les milieux sociaux, peu importe être d'un souci effectivement égalitaire, en négligeant les particularités de la vie de chacun. Alors ça c'est une question assez vaste, mais très particulière et qui fait beaucoup débat, car on se dit la question finalement de l'égalité, c'est que le traitement même pour tous, ou alors est-ce qu'il faut au contraire prendre en compte justement les singularités? Alors
Déjà, en fait, nous, nos clients, ce qu'on fait avec eux, avec nos DRH, c'est qu'on les écoute, on analyse les chiffres RH de l'entreprise, déjà pour savoir comment est fait leur entreprise, parce qu'il y a des entreprises, il va y avoir beaucoup plus de femmes ou à l'inverse beaucoup plus d'hommes, suivant les secteurs d'activité, les âges des parents, les âges des enfants. Et l'idée, c'est de co-créer avec eux la politique parentalité qui leur ressemble et qui aide vraiment, c'est ce que tu disais, qui aide vraiment les salariés. Donc, à partir de ça, j'ai perdu le fil de là où je voulais aller, mais enfin... En effet, il y a deux dynamiques. Il y a la dynamique qui est un premier pan dont tu parles sur l'accompagnement RH, où en fait, l'accompagnement RH, il peut pas être... les politiques RH, en tout cas, sont obligées d'être générales. Mais c'est pas parce qu'elles sont générales qu'elles doivent se ressembler dans toutes les entreprises, déjà. Voilà, c'était ça. Donc, il faut prendre le pouls au sein même de l'entreprise, faire un baromètre de quoi ont besoin vos employés. Parce que si vos employés sont des jeunes parents à un instant T, peut-être que dans 10 ans, il va falloir revoir cette charte de la parentalité parce que vous ne recrutez que des profils beaucoup plus seniors avec des personnes qui ont potentiellement des enfants qui ont plus de 15 ans. Donc les enjeux sont différents, les besoins sont différents. Donc ça, c'est une première dynamique. Donc déjà, faire un baromètre qui est déjà dans sa propre entreprise. Ça, c'est déjà un aspect de la personnalisation. La politique RH, elle sera pour toute l'entreprise. Après, il y a un deuxième acteur, c'est le manager. Et en fait, le manager, lui, c'est lui qui va permettre en fait, d'aller appliquer cette politique RH tout en ayant en fait, ce degré de l'habilité de décision. Il va pouvoir se dire, OK, par rapport à telle personne, oui, je peux l'appliquer à 100%. À quel moment est-ce que je peux prendre certaines libertés? À quel moment je peux m'adapter à la situation de la personne? Donc en fait, je dirais que c'est un petit peu les deux. Il faut juste trouver l'équilibre et que surtout l'entreprise laisse aussi cette liberté aux managers et qu'il forme les managers aussi à cette dynamique-là. Oui, c'est important de comprendre effectivement le sens, dans un sens comme dans un autre, c'est-à-dire pour à la fois le président, le manager, ceux qui dirigent, et en même temps pour les salariés de manière générale, assez globale. On parle de parentalité, on parle de charge mentale et on parle aussi, et notamment à l'encontre des jeunes parents, de leur choix de vie, de leur équilibre de vie, où ils ne veulent pas les mêmes choses peut-être que les générations précédentes. Et en fait, c'est pas si nouveau parce que les générations précédentes ne voulaient pas les mêmes choses que les générations d'avant, etc. Donc voilà. Bon, mais en tout cas, on en parle aujourd'hui comme quelque chose de vraiment très manifeste, en tout cas très déclaratif, très déclaré. Est-ce que ça aussi, finalement, c'est pas tout l'aspect plutôt charge mentale de manière générale qu'il faut revoir, ou est-ce que c'est un point précis par rapport à la parentalité? Pardon, mais voilà, à mon avis, c'est quand même global, hein, la parentalité et là-dedans, à l'intérieur. Mais c'est sûr que c'est une façon de manager. On est obligé, non pas au cas par cas, mais on doit s'adapter en fait à ces nouveaux besoins. On peut pas se battre contre. Donc il faut faire avec. Jeunes parents et donc jeunes salariés du coup, ça veut dire aussi potentiellement un salaire qui n'est pas forcément énorme. C'est aussi la difficulté d'être jeune parent avec pas l'équilibre et tout ce qu'on connaît de l'apprentissage de la vie. Ça veut dire aussi les galères du quotidien. Et puis c'est plein d'aspérités pour vivre autrement et profiter, etc. Comment faire pour cet équilibre, arriver à gérer cet équilibre pour les sociétés et pour les salariés? C'est une extrêmement vaste et grande question. Je pense que déjà, ce qui est hyper important, c'est en effet de ne pas voir ces demandes des nouvelles générations, enfin de la nouvelle génération, avec mépris ou dédain, comme on peut souvent le voir dans les médias ou autres. C'est un besoin, faut garder en tête que le monde de l'entreprise il a évolué et qu'en fait les avantages que procurait l'entreprise il y a de ça 10 ans, 20 ans, 30 ans ne sont plus les mêmes qu'aujourd'hui. Donc bien évidemment, si le monde de l'entreprise change, bien évidemment que les besoins des collaborateurs évoluent aussi. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec une génération Z qui va être beaucoup plus centrée sur, en fait, on ne sait pas de quoi sera fait le monde demain. On ne sait pas, parce qu'en effet, il y a plein d'enjeux sociétaux, c'est très difficile d'être parent aujourd'hui. Je pense que ça, c'est l'entreprise doit aussi garder en tête qu'il y a une injonction aujourd'hui du gouvernement, par exemple, à faire des enfants avec le réarmement démographique. En revanche, les moyens ne sont pas forcément là. Vous parliez de moyens financiers, mais il y a aussi une certaine sécurité géopolitique à l'international. Il y a une sécurité en termes économiques et financiers par rapport à l'inflation. Il y a une sécurité, comme vous disiez, en effet, sur la place de l'enfant et la sécurité de l'enfant, sécurité de la mère, protection contre les violences. Tout ça, ça rentre en jeu. Donc, en fait, c'est une charge mentale qui est énorme, que l'entreprise ne peut pas fermer les yeux, en fait, sur tout ça. Donc,
Pour moi, le rôle de l'entreprise ici aujourd'hui n'est pas forcément d'aller guérir, entre guillemets, tout ça, elle ne le peut pas. En revanche, ce qu'elle peut faire, c'est venir soulager les parents là où elle le peut. Et donc, notamment, par exemple, ces contenus psychoéducatifs peuvent être très importants, l'accompagnement avec des places en crèche aussi peut être extrêmement pertinent, les formations des managers, la formation par rapport à la gestion de la charge mentale, la gestion des émotions, le lâcher-prise par rapport à l'incertitude, à ce qu'on ne maîtrise pas. Toutes ces choses-là, en fait, sont des choses sur lesquelles l'entreprise peut avoir un rôle et a un impact, et c'est ça dont elle devrait pouvoir se saisir. Et dans l'enquête aussi, ce qui ressort, alors c'est pas dans le trio de tête, mais quand même, les salariés, et notamment les mamans, attendent de l'entreprise, en retour de congé maternité notamment, de l'empathie, de la considération, et voilà, et souvent, on revient le congé maternité, le jour J, les gens sont sympas, et puis après, c'est alors t'as fait ça, on est dans la machine à laver, et c'est et du coup, c'est juste en fait du bon sens, de la bienveillance, parce que voilà, c'est... Ça, c'est plus un phénomène de société, ça. Oui, c'est un phénomène de société. Au sens large. Voilà. L'adaptabilité aussi, vous voyez, peut-être. Voilà. S'adapter, demander à la société de davantage s'adapter à ses salariés, plutôt que l'inverse. Oui, exactement. Ouais, peut-être revoir effectivement l'équilibre entre les deux. Quelque chose qui peut définitivement changer aussi ce regard et ce dialogue entre salariés et patrons pour pouvoir revoir, sur le prisme de la parentalité évidemment, pour pouvoir revoir justement cette logique de surcharge mentale, cette fatigue, ce quotidien lourd, parfois cet isolement qui peut être dramatique. Déjà, je trouve qu'il faut impliquer les collaborateurs dans le développement de ces politiques-là. Pour moi, ce serait absolument game changer, si je peux me permettre un anglicisme, sur ce genre de sujet. Que ce soit les collaborateurs parents, mais aussi les collaborateurs qui ne sont pas parents. Je pense que c'est important aussi, pour ne pas créer une sorte de scission, d'impliquer absolument toute l'entreprise sur le développement de cette politique parentalité et d'inclure toutes les strates de l'entreprise. Vous disiez que l'entreprise devrait s'adapter aux collaborateurs. C'est certes une dynamique qui n'a pas toujours été le cas et qui est importante à souligner. En revanche, je pense qu'il ne faut pas forcément être trop drastique là-dessus, parce que je pense qu'il y a 3 scopes de responsabilité. Il y a l'entreprise qui a des responsabilités par rapport à la parentalité, il y a le manager qui en a aussi dans l'accompagnement justement des équipes, dans l'écoute, l'empathie dont tu parlais Marine, qui est très importante, l'accueil quand la personne annonce la grossesse, quand la personne revient de congé maternité, mais il y a aussi la responsabilité aussi du collaborateur qui va être par exemple déjà d'exprimer si l'entreprise a déjà créé un environnement où c'est sécure pour exprimer, donc d'exprimer ses besoins, de savoir les mettre en mots. Confiance. Voilà. Exactement. Parce que ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que très souvent, on va attendre de l'entreprise des éléments sans réussir soi-même forcément à verbaliser. Et je pense que c'est aussi important pour chacun, peut-être dans le dialogue, l'entreprise, de mettre en place des sessions, par exemple de soutien parental, de coaching parental, de psychothérapie, ces éléments-là. Et on a des clients des clients qui font des choses très bien, qui organisent des groupes justement de parents. Donc ça permet d'être un endroit où les autres salariés peuvent échanger. Justement. Merci à vous deux, Marine Desandres, cofondatrice des Parents Zen, et Anaïs Roux, psychologue et directrice scientifique chez Thiel. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. On marque une courte pause, on se retrouve dans le Grand JT. De retour dans le Grand JT et on est avec Lorraine Altmaier. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes cofondatrice de Tikino. Quelle a été votre réaction lorsque Catherine Vautrin a déclaré vouloir interdire les écrans aux enfants de moins de 3 ans, Lorraine ? Bien, je pense que c'est un message qui est très fort et un signal assez important qui est envoyé à l'égard des parents et de manière générale, car on pense souvent que mettre des enfants devant les écrans avant 3 ans n'est pas toujours si mauvais pour eux. Et en fait, ça l'est bien souvent. Les contenus sont vraiment pas toujours adaptés. La manière dont ils regardent les écrans est pas toujours adaptée non plus. Et je pense que ça envoie vraiment un signal fort aux parents, même si évidemment on ne pourra pas être chez les parents pour vérifier ou au sein des familles vérifier ce qui se passe.
Mais je pense que dans le conscient, on ancre un message très fort pour les parents. Donc je pense que c'est une bonne initiative. Oui, vous le dites vous-même, effectivement, le gendarme est un peu compliqué dans les foyers, c'est même d'ailleurs interdit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une interdiction, c'est juste un message envoyé aux familles. C'est une façon aussi de pouvoir avoir l'argument face à ses propres enfants. Alors peut-être 3 ans c'est jeune, mais en tout cas un peu plus tard, de dire écoute, c'est pas moi, c'est la loi. Oui, et puis très souvent, je trouve qu'il y a aussi une gêne. Parfois, on a beaucoup de parents qui nous donnent un peu ces exemples quand ils vont chez des amis ou à plusieurs et que les tout petits sont dans la télé. On voit des mamans qui nous disent oui, mais moi, j'ose pas dire et passer un peu pour la mère difficile, dire non, toi, tu vas pas regarder la télé. Ou bien au sein des familles, quand les familles se retrouvent l'été et que son frère et sa sœur sont plus laxistes sur les écrans. Et que les tout petits regardent, et bien souvent on n'ose pas dire non, pour mon enfant je veux pas. Et je pense que si il y a cette interdiction qui devient vraiment générale, on osera plus dire, on se sentira peut-être plus légitime à dire non, moi je ne veux pas que mon enfant de 2 ans ou mon enfant d'1 an regarde la télé le matin avec les tiens. Et ça on l'a beaucoup pensé. Les effets des écrans en fonction des âges sont un petit peu différents. Est-ce qu'on peut parler déjà des effets donc, potentiellement négatifs entre 0 et 3 ans? Bien sûr. Les effets, il y a déjà évidemment des effets d'addiction qui s'opèrent assez rapidement. Il y a de plus en plus de chaînes télévision qui font des programmes pour ce qu'ils appellent les preschool, donc avant l'école, donc pour les 0-3 ans, qui sont extrêmement rapides, avec un volume sonore très fort. Et les effets, c'est qu'on voit souvent que quand on éteint l'appareil, l'enfant est extrêmement énervé. Et c'est des âges où ils ne sont pas aussi en capacité de gérer leurs émotions. Et on croit souvent que quand on éteint un appareil et que l'enfant se met à pleurer, l'enfant fait une colère. Mais en fait, c'est un enfant qui n'est juste pas en capacité d'avoir géré toutes ces images qu'il a pu voir en un court espace de temps, avec souvent un volume sonore qui est très important et qui participe beaucoup à l'énervement. Alors sur le long terme, les effets, on les connaît. En grandissant, l'enfant va avoir des difficultés de concentration. Le soir, va avoir beaucoup de difficultés d'endormissement. Souvent développer aussi de la myopie sur le long terme. Tous ces effets-là sont connus aujourd'hui, mais peut-être que les messages ne sont pas encore assez forts, ou en tout cas la communication n'est peut-être pas encore assez bonne auprès des parents. Et ce qui est proposé aujourd'hui, et je pense une première étape qui est très importante, qui est vraiment d'envoyer un message fort pour tous les parents et surtout de créer un accompagnement pour ces parents et de l'information. Donc ça peut passer par évidemment le médecin, dans le carnet de santé, on l'a vu dans la proposition de la ministre, une information qui figure dans le carnet de santé, notamment à travers aussi les PMI pour accompagner les jeunes parents et leur expliquer pourquoi, dans les jeunes années de leur enfant, il est très important de contrôler ce qu'il va regarder, à quel âge et combien de temps. Je me rends compte à quel point effectivement on parle aussi évidemment donc de la perturbation, la concentration, l'effet pour s'endormir, mais surtout le problème de la vision est très important. Vous parlez de la vue, c'est cette lumière bleue qui fait défaut? La lumière bleue est très importante puisque lorsqu'elle est dirigée directement devant les yeux et en plus de plus en plus souvent très près des yeux, avec les tablettes et les smartphones, c'est vraiment devenu un support de visualisation qui est de plus en plus utilisé et qui va en effet abîmer notamment les yeux et puis envoyer de la lumière qui va faire que l'enfant, s'il regarde un contenu le soir tard, va avoir des difficultés d'endormissement puisqu'on est venu vraiment perturber son rythme biologique. Donc c'est vraiment un point important. Interdire plutôt qu'accompagner, vous restez fidèle à ce précepte? Pour les 0-3 ans, je pense que l'un peut aller avec l'autre, c'est-à-dire qu'on peut interdire, mais il faut nécessairement accompagner. Je pense qu'interdire sans accompagner derrière, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, parce qu'encore une fois, on ne sera pas dans les foyers pour vérifier ce que font les parents, mais en tout cas qu'ils aient la connaissance et la compréhension de pourquoi est-ce qu'on considère que mettre un enfant de moins de 3 ans devant un écran n'est pas bon pour lui. Là, il y a vraiment un intérêt. Alors peut-être que les parents le feront un petit peu, et à la rigueur, c'est pas très grave si ça reste très très anecdotique, ou alors avec des contenus vraiment adaptés. Mais je pense que c'est un message qui est très puissant, et c'est vrai que la ministre le comparait par exemple à l'interdiction de la fessée. Là encore, on n'est pas dans les foyers pour voir ce que font les parents, mais je pense que dans l'inconscient des parents, savoir que c'est quelque chose qui est interdit, c'est que vraiment c'est pas bon pour l'enfant.
Donc peut-être que les parents ils vont se poser la question sur ah oui, si l'écran est vraiment interdit avant 3 ans, peut-être qu'il y a vraiment une raison légitime à cela. Mais nécessairement, pour moi, il va s'accompagner de messages et d'un accompagnement des parents. Je pense que l'un n'exclut pas l'autre, en tout cas. Alors, cette période passée des 3 ans, eh bien, vous proposez, vous, chez Tikino, effectivement, une solution alternative. Déjà, pourquoi avoir choisi la tranche 3-10 ans ? Bien déjà parce qu'avant 3 ans, on recommande de pas d'écran. Hein. L'enfant, il est important qu'il se développe par 1000 et autres activités physiques, touchées, avec le livre, avec de dialogue avec le parent. On s'est intéressé à cette tranche d'âge car c'est vraiment une tranche d'âge dans laquelle se développe une addiction à tous les écrans électroniques et qu'on a voulu quand même proposer aux enfants de l'image animée parce qu'elle peut aussi apporter beaucoup de choses dans son aspect divertissant mais aussi d'apprentissage, mais de manière vraiment sécurisée et qui ne soit pas nocif pour l'enfant. Et ça, on l'a pensé autour de deux points principaux, qui est un support, qui est un projecteur là, qui est un support de projection donc qui diffuse des contenus mais sans lumière bleue directe dans les yeux, donc on diffuse au mur ou au plafond. Et l'enfant donc n'est pas exposé à la lumière bleue directement. On projette en taille réelle, donc sur un écran qui est assez grand, et un appareil aussi totalement sécurisé. Et nous, le principal axe important, en tout cas de Tikino, c'est le choix des contenus qu'on va proposer, qui est vraiment étudié pour ne pas surstimuler les yeux et le cerveau de l'enfant en fonction de leur âge. C'est-à-dire qu'entre un enfant de 3 ans et un enfant de 10 ans, évidemment, le cerveau a énormément mûri, les yeux également. Et donc, le rythme d'animation qu'on va proposer pour un enfant de 3 ans ne va pas du tout être le même que pour un enfant de 8 ans et 10 ans. Et donc, dans ce catalogue-là, on a vraiment soit conçu nos contenus, soit sélectionné des contenus tiers en fonction d'un certain nombre de critères, dont le premier est le rythme d'animation, c'est-à-dire le rythme d'images par seconde, enfin par minute. On voit que dans les dessins animés, par exemple pour les preschool tout petits, très souvent le changement de plan peut être de 25 plans par seconde, par minute, ce qui est énorme. Donc nous, on va vraiment chercher des contenus, au contraire, avec des changements de plan qui sont peu nombreux par minute. Ça peut être 10, ça peut être 15, ça peut être moins. Il y a un rythme d'animation vraiment lent et également plusieurs éléments importants. La présence de l'absence, en tout cas, de flash, de clignotement. Ça fait partie beaucoup des éléments qui participent à rendre l'enfant complètement addictif par rapport à ce qu'il regarde. Et également un environnement sonore qui est calme et apaisant. Là encore, pour ne pas surstimuler son cerveau, ses oreilles, etc. et qui va participer au fait que quand on éteint Tikino, l'enfant va être apaisé, contrairement à un écran classique avec un dessin animé trop rapide, où quand on va l'éteindre, très souvent, même au-delà de 3 ans, l'enfant va être très énervé parce qu'il a été surstimulé. Oui, est-ce qu'on revient un peu à l'idée des livres animés finalement ? Qu'est-ce que vous entendez par livre animé ? Pour comparer les dessins animés ou en tout cas les vidéos qui sont projetées aujourd'hui, proposées aux enfants aujourd'hui, et peu importe l'âge, on va prendre l'âge de 7 ans par exemple, et les livres qui à l'époque étaient mis en animation, c'était vraiment beaucoup plus de lenteur, ce dont vous parlez en fait, moins d'images par seconde, davantage de montage brutal. Finalement, c'est peut-être ça, ce choc systématique qui revient et qui fait défaut. Complètement, et on en revient un peu à la tendance de ce qu'on appelle la slow TV, donc qui est la télévision lente, un peu celle avec laquelle nous on a beaucoup plus grandi en tant que génération, et dans notre génération, et on se rend compte que on n'a pas besoin d'avoir des images très rapides pour garder l'enfant captif. Et c'est un petit peu le pari qu'on a fait quand on a lancé Tikino, ça a été vraiment de proposer des contenus plus lents, et on s'est posé la question, est-ce que vraiment les enfants vont être intéressés par ça ? Et en fait, on se rend compte que quand bien même notre contenu est beaucoup plus lent que ce qu'on voit sur certains dessins animés, l'enfant va être très, très captif. Si l'histoire est bonne, la narration est bonne et l'environnement sonore est bien fait, l'enfant va rester tout aussi captif par rapport à ce qu'il écoute ou il entend et intéressé qu'un dessin animé qui va très rapidement. La différence, c'est qu'il aura plus le temps de regarder les images et profiter de ce qu'il entend par rapport à un autre contenu qui finalement aura diffusé énormément d'images pour l'enfant, mais dont il n'aura pas retenu grand-chose finalement. Tikino. Il va ressortir.
Parfait, merci beaucoup Tikino, donc éveillé plutôt que surstimulé. Merci à vous Lorraine Altmaier d'avoir participé au Grand JT. Je rappelle que vous êtes cofondatrice de Tikino qu'on peut retrouver sur, j'imagine, votre site internet, sur la plateforme en question. Merci à vous. Merci, au revoir. On va tous retrouver Adrien Fontenot pour sa chronique. Bonjour Adrien. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Dans votre chronique aujourd'hui, vous nous parlez du film Jeune mère au cinéma actuellement. C'est le nouveau film des Frères Dardenne, le duo de réalisateurs belges au film toujours plus engagé et salué par la critique à Cannes justement. Il compte de nombreux prix et notamment 2 palmes d'or pour Rosetta en 99 et L'Enfant en 2005. Jeune mère, leur dernier long métrage n'est pas en reste. Prix du scénario sur la Côte d'Azur il y a un mois. Le scénario justement, Jessica, Perla, Julie, Ariane et Naïma, 5 parcours de vie, 5 jeunes femmes hébergées dans une maison maternelle qui les aide dans leur vie de jeune mère. Un récit poignant sur l'espoir, la recherche d'une vie meilleure pour elles-mêmes et pour leur enfant à naître. Bande annonce. T'entends? Il bat vite, ça fait peur. Je t'ai déjà dit, c'est normal chez les bébés. Demain soir, tu fais la cuisine, ok? Tu vas faire quoi? Bah des pâtes avec des aubergines. D'accord. Pourquoi tu m'as abandonnée? À quoi ça peut te servir de savoir ça? J'en ai besoin. Quand est-ce qu'on verra ta mère? Je sais pas. Il faut pas rêver qu'un bébé va tout arranger. Je crois que c'est Noé qui pleure. Tu vas le chercher? Moi aussi, je pleure. J'ai décidé que j'allais placer Lily en famille d'accueil. Qu'est-ce que cette connasse de psy t'a encore fourré dans le crâne? Dans ta maison maternelle de merde. Ici, vous avez la chambre d'enfant, avec une vue sur la Meuse. Elle pourra voir les bateaux. Notre premier appartement. On s'en sort? On s'en sort. Quand je suis arrivée ici, vous m'avez aidé à pas avoir honte d'être une mère célibataire. Je veux pas revenir dans le passé, mais je t'en ai déjà prêté de l'argent. Je me réjouissais tellement de te tenir contre moi. Mais je sens rien. C'est plus ma sœur! Je veux qu'il ait des parents qui l'aiment. Je veux plus connaître la misère, je veux m'en sortir. Voilà, 5 jeunes femmes. Je vous ai vu Virginie, vous étiez... Ah ouais, absorbée, complètement absorbée. 5 jeunes femmes, des actrices débutantes pour la plupart, sublimées par un duo qui n'a pas reçu le prix du scénario pour rien. Il faut savoir que les Frères Dardenne sont allés visiter une fameuse maison maternelle située près de Liège et le film a été tourné en décor réel dans cette même maison. On ne s'est pas intéressé à un sujet, si je peux dire, on s'est intéressé à des personnages, à 5 jeunes mères. Je crois qu'on voulait changer notre manière de construire le récit. On n'était jamais allé dans une maison maternelle. On ne sait pas ce que c'était exactement. Et nous sommes donc allés pour nous documenter. On a parlé beaucoup avec la directrice, la psychologue, les éducatrices. On a mangé là avec les jeunes mères. On en a vu qui revenaient voir la maison maternelle, qui étaient partis vivre ailleurs, etc. Et là, on s'est dit, bon, ben, ce serait l'occasion de changer et pourquoi pas essayer de construire un film avec, on savait pas, 4, 5, 6, 3, on savait pas encore vraiment. 6 c'était trop, je crois. Et voilà, c'est parti de là. Je dirais c'est parti de la rencontre avec le lieu de la maison maternelle, qui a été la maison maternelle dans laquelle nous avons tourné. C'est ça qu'on a essayé de filmer, c'est la fragilité de la vie et comment cette fragilité de la vie arrive à surmonter les obstacles et à continuer et aller vers la lumière. C'est ça qui nous intéressait. Et quand on parle de films sur cette thématique, comment ne pas évoquer Juno, l'histoire d'une fille de 16 ans et de sa grossesse accidentelle. Face à cette situation, Juno McGuff va décider de trouver le couple de parents adoptifs idéal qui pourra s'occuper de son bébé. Une histoire bouleversante qui parle aussi de l'accouchement sous X, c'est-à-dire quand l'enfant ne connaît pas sa mère biologique. Le film avait là aussi été salué avec une 50aine de récompenses, dont les BAFTA et Oscars du meilleur scénario original. Des
scénario puissant, une inspiration forte pour les frères Dardenne, comme toujours, un récit on ne peut plus réel et surtout un sujet de société qui l'est tout autant. Oui, les jeunes mères, parfois même de simples adolescentes à qui on demande de se responsabiliser très rapidement. Il y a plus de 50 ans, en 1973, on comptait environ 60 000 mères avec un enfant avant l'année de leurs 20 ans. Elles comptaient pour 7% des naissances totales. Depuis, on a observé une baisse progressive avec le développement de la contraception médicalisée et surtout la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse. L'IVG, une solution plus souvent privilégiée par les parents que par ces jeunes mères à venir. C'est la situation dans laquelle s'est retrouvée Anaïs. Elle a 29 ans aujourd'hui, mais à l'époque des faits, seulement 16. J'ai commencé à me renseigner sur l'avortement. Et je suis tombée sur des sites qui parlaient des différentes méthodes pour avorter. Je me souviens que je suis tombée sur des photos d'aspiration. Et en fait, ça m'a retourné le ventre parce que je pense que c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte à quel point un tout petit bébé était en train de se développer dans mon ventre. Et j'aimais déjà profondément ce bébé. Du coup, il y a eu une grande conversation le lendemain. Mes parents viennent de se rendre compte que leur fille de 16 ans est enceinte, qu'elle a un copain, qu'ils ne connaissent pas ce copain, qu'ils ne connaissent pas les parents de ce copain. Et je pense qu'ils se posent énormément de questions aussi par rapport à la suite de ma scolarité. Moi, je sais que mes parents n'envisageaient que l'avortement. Donc, c'était un petit peu un échange de sourds à ce moment-là. Il me semble que 3-4 jours plus tard, même pas, on est allé au planning familial. Et du coup, j'ai été reçue par une psychologue. On était vraiment en tête-à-tête toutes les deux. Et en fait, très rapidement, j'ai compris que j'étais quasiment sûre, 99%, de réussir à avancer tout en ayant ce bébé. Voilà, et pour la suite de cette histoire, je vous invite à écouter le podcast Mère Ado sur France Culture. Je vous parlais de ces mères de moins de 20 ans, 7% des naissances en 1973. Elles ne représentaient plus que 1,8% en 2018. Une statistique qui va dans le même sens que cette dernière donnée, relevée par l'INSEE, là encore, sur l'âge moyen de l'accouchement en France. Il recule quasiment d'un an tous les 10 ans. Regardez, en 1994, il était de 28,8 ans. En 2004, 29,5, 30,3 10 ans plus tard, et finalement 31,1 ans en 2024. Qu'elles aient la trentaine ou surtout qu'elles soient adolescentes, ces nouvelles mères, ces jeunes mères méritent d'être accompagnées dans ce moment de vie, ces premières années d'un nouveau-né. Ça, c'est tout le rôle que remplissent les fameuses maisons maternelles mises en image par les frères Dardenne dans ce film. Alors parlons-en de ces maisons justement, ces centres maternels comme on les appelle en France. Ce sont des lieux d'accueil, mais pas seulement, Adrien. Comment ça marche ? Dans la majorité des cas, déjà, les femmes sont accueillies dès le début de la grossesse et jusqu'aux 3 ans de l'enfant. La durée du séjour des femmes est initialement prévue pour une période de 6 mois renouvelable avec un maximum de 3 ans. 2 types d'hébergements sont proposés, en chambre individuelle avec un accès à des services collectifs comme la lingerie, la cuisine, le réfectoire ou les sanitaires, ou en appartement totalement indépendant tout au long du processus. Une équipe de professionnels, des éducateurs, des travailleurs sociaux et des psychologues sont là pour accompagner, aider sur les plans matériels, éducatifs et psychologiques ces jeunes filles et femmes en situation de grande fragilité. Des cas justement observés par les frères Dardenne à Liège. S'il y a bien des moments de vie commune où il y a aussi et surtout des vies solitaires de jeunes femmes aux prises avec leurs angoisses et espoirs, parfois illusions à propos de leurs nouvelles conditions de mère, le plus souvent mères célibataires, à propos de la famille d'où elles viennent, où elles retourneront ou ne retourneront pas, du père absent, inexistant, à propos de leur avenir avec l'enfant ou sans l'enfant, confié à une famille d'accueil, à propos aussi de leur avenir scolaire et professionnel, leur capacité de vie autonome. Certains centres possèdent justement une crèche dans leurs locaux pour permettre aux mères de travailler ou de poursuivre leurs études. Sinon, les centres maternels sont en lien avec les structures de proximité, des garderies, des crèches. En tout cas, le but, à terme, c'est d'être capable de s'occuper seule de son enfant et d'elle-même. Il y a cette expression qui dit qu'être une mère est le plus beau métier du monde, c'est surtout le plus difficile à coup sûr. Pour certaines jeunes mères, ça commence même très tôt dans leur vie, mais pour toutes, on ne peut que dire merci. La fête des mères, ce n'est pas qu'en mai, on peut dire merci à toute période de l'année. Merci Adrien. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Pourquoi vous êtes intéressé spécifiquement aux mères et pas aux pères, par exemple? C'est un père qui vous pose la question. Alors, pour une histoire personnelle, c'est que ma maman a eu 90 ans
en 2023. Génial. Alors j'avais prévu de vous poser une question sur la grande absente du livre, qui était votre propre mère, et vous commencez par là. 2023, et voilà, j'avais envie d'écrire un livre sur les mères. Et puis il y avait aussi. C'est un livre cadeau à votre propre mère d'une certaine façon. Oui, enfin c'est parti de ma maman pour ses 90 ans, et c'est aussi je voyais à droite à gauche des interviews de personnalités parlant de leur mère, et j'avais envie d'en savoir un peu plus sur ces mamans. Puis il y avait aussi des images, on a tous l'image d'Antoine Dupont qui perd un match et qui va dans les tribunes et qui va voir sa mère qui pleure, qui met dans les bras de sa maman, ou d'autres, ou des victoires. Enfin, il y avait Yannick Noah pour les plus vieux comme moi, qui effectivement se précipite dans les bras de sa mère. Sportif, il y a aussi, alors peut-être plus aux États-Unis, des acteurs comme Bradley Cooper, Leonardo DiCaprio, qui vont aux Oscars avec leur maman sur le tapis rouge, et voilà. Et j'avais envie d'en savoir un peu plus sur ces femmes, comment elles avaient vécu le parcours de leur fils ou de leur fille, comment elles vivaient cette célébrité, parce que c'est pas toujours évident pour des mamans qui sont pas dans le milieu de voir leur fils ou leur fille à la une de tous les journaux, les réseaux sociaux. Oui, ou qui parfois sont dans le milieu, mais pas au même, au même niveau. Et j'avais envie d'en savoir un peu plus. Et vos cours de récréation sont végétalisés aussi. Et donc nous sommes en cours de végétalisation des cours d'école. Vous savez, moi quand j'étais gamin, dans les cours d'école, elles étaient avec une espèce de sable gravier, il y avait des grands acacias, il y avait des arbres dans toutes les cours d'école. Et puis dans les années 80, 90, je ne sais pas ce qui s'est passé, on a enlevé tout ça et on a bitumé tout ça. Alors peut-être que les parents râlaient parce que les genoux étaient, les vêtements étaient bien égratignés, les genoux étaient, Mais en fait, on est en train de redécouvrir ce qu'on avait dans les années, moi, je suis né en 61, donc je vous laisse imaginer les années dont je parle, mais on a oublié cela, et donc on est en train d'y revenir. Alors on y revient avec les méthodes d'aujourd'hui, c'est-à-dire que on fait travailler les élèves, on fait travailler les parents d'élèves, et les profs, évidemment, les instituts, pour voir comment on peut aménager nos cours d'école. La première a été livrée cette année, là, puisque on l'a travaillé pendant l'été dernier, avec des pelouses, avec des zones humides, avec du mobilier que nous avons fabriqué à partir des arbres que nous avons tombés soit parce qu'ils étaient morts, soit pour faire autre chose. Et donc on a scié avec notre propre matériel, et qui désormais font du mobilier adapté pour les enfants. Dans cette analyse que vous publiez donc dans Les Échos, vous n'y allez pas de main morte, et c'est un point de vue qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre justement sur l'intelligence artificielle et l'éducation. Vous intitulez cette analyse « L'IA, une malédiction pédagogique ?» point d'interrogation. Vous parlez même de catastrophe pédagogique. Est-ce que c'est vraiment l'intelligence artificielle le problème, ou plutôt notre système éducatif qui n'a pas forcément réussi à s'adapter à temps à cette nouvelle technologie? Alors, on parle d'abord d'un constat que je fais en discutant avec des amis qui sont enseignants, en discutant avec des élèves, parce que j'interviens sur le thème du bon usage des écrans devant des élèves, collégiens, lycéens, donc je vois bien leur utilisation de l'intelligence artificielle. Nous avons nous-mêmes 3 enfants, donc, qui sont maintenant étudiants, 2 en grande école, et la petite dernière, qu'on devrait plus appeler la petite dernière, qui est à l'université. Et on voit bien que même en grande école, après avoir passé des concours extrêmement difficiles, ils se relâchent et ils utilisent l'intelligence artificielle. Donc tout le monde utilise l'intelligence artificielle pour faire ses devoirs maison, pour faire ses exposés, pour faire ses lettres de motivation pour des stages. On m'a demandé d'intervenir devant des élèves d'un lycée professionnel pour les aider à utiliser l'intelligence artificielle pour rédiger des lettres de motivation à un CV, parce que c'est une catégorie d'élèves qui a du mal à s'exprimer à l'écrit. Donc là, on voit qu'il peut y avoir un apport positif, effectivement, si ça leur donne une trame pour rédiger leur CV et leurs lettres de motivation. Mais au collège, au lycée et en grande école, généralement, ils utilisent l'intelligence artificielle par fainéantise. Il faut quand même reconnaître la chose. Ces mamans, elles prennent l'évocation de leurs enfants au sérieux. Elles les accompagnent. Oui. Même si elles sont inquiètes, on va y revenir après, même si elles doutent, même si elles savent que... Elles sont toujours là. Même si elles n'ont pas de repères. Je ne peux pas faire une étude, voilà, j'en ai eu quelques mamans, mais c'est vrai que... 24, ça devient sérieux comme enquête. Elles ont été
elles ont suivi, elles ont conseillé, et puis elles ont fait ce qu'on... alors ça va de la maman qui assiste à tous les entraînements, les mamans des sportifs, ou d'autres, la maman de François Civil qui la suit sur des tournages. François Civil a démarré très jeune. Et donc voilà, elles sont toujours là, elles les aident, les conseillent. Alors, François Civil, alors avec un élève, et c'est pas le seul, un enfant qui, comme élève, a un rapport un peu compliqué avec l'école, et elle a quand même un petit côté, et beaucoup de ces parents-là ont un petit côté passe ton bac d'abord. Oui. Surtout les parents de François Civil qui sont enseignants, qui sont universitaires. Françoise Moulin-Civil, elle a même présidé l'université. Oui, universitaire, elle est là. Et c'est vrai que c'était pour difficile. Je crois qu'il a triplé sa seconde. C'était compliqué. Après, c'était pas évident aussi, parce qu'il tournait aussi. Il allait au lycée, au collège-lycée, puis il tournait aussi des films, des petits rôles. L'année de son bac, il a tourné un film. C'était pas évident non plus. Le niveau de lecture fait partie des compétences de la ville. Et c'est aussi le cas bien sûr de La Roche-sur-Yon. Vous avez participé du coup au lancement, un petit peu pas l'inauguration, mais au lancement de l'opération Cet été je lis, avec des élèves qui donc vont partir en vacances, ou seront tout du moins en tout cas en vacances, avec un livre dans leur cartable, au moins avec une version abrégée évidemment de l'Odyssée. Oui. Donc vous me confirmez, c'est une version adaptée quoi. Une version. Je me suis dit là pour l'opération. Il y a de quoi les dégoûter sinon. Adapté, mais c'est formidable en fait. C'est formidable. Nous avons remis ça. J'étais aux côtés de la rectrice d'académie quand elle l'a remis aux élèves avec la directrice d'académie du département. À l'école élémentaire de l'AENEC. L'AENEC sur les CM2 et c'était passionnant en fait. On voyait des enfants qui étaient extrêmement intéressés par ce qu'on leur remettait. Alors je pense que évidemment la professeure avait fait le nécessaire, j'imagine, mais de les amener à ce qui va être dans quelques mois leur quotidien avec la mythologie, je pense que c'est une excellente démarche. Moi, je leur expliquais qu'en fait, la mythologie, c'est quelque chose de génial parce que c'est le moyen de s'évader pendant les cours. Oui, ça fascine. C'est génial. On lit, on s'instruit, puis on s'évade, on rêve. Les dieux grecs étaient quand même assez coquins et assez rigolos pour que ça laisse l'esprit vagabonder pour les enfants. Je pense que c'est une très bonne chose que d'amener nos enfants à lire. On est tous accros de nos portables, on y passe un temps fou. Décrocher des portables et pour pouvoir le lire, je pense que c'est assez exceptionnel et il faut les former vraiment. Vous habituez les jeunes et Google a ouvert, ils autorisent l'accès à leur intelligence artificielle, elle s'appelle Gemini, ils autorisent aux 8-13 ans. Bon, alors à condition que les parents aient installé un contrôle parental sur l'appareil de leurs enfants. D'accord, certes. Mais 8-13 ans. D'abord, est-ce qu'on a besoin d'intelligence artificielle générative à cet âge-là ? Je vois pas à quoi ça leur sert. Certains enseignants pourraient vous dire, maintenant, j'ai envie d'enseigner grâce à cet outil, puisque ça va être le quotidien de mes enfants, de mes élèves. Et accessoirement, maintenant, l'éducation demande autre chose. C'est-à-dire que l'art du prompt, aujourd'hui, est devenu tellement important, tellement essentiel dans la vie de cette nouvelle génération, que ce qu'on va demander, et mon travail en tant qu'enseignant, ça va être de les former à repérer ce qu'il ne va pas, à avoir un esprit critique. Vous supposez, dans votre propos, il y a la supposition qu'en quelques années, ils vont continuer à utiliser l'intelligence artificielle générative en entreprise parce que les entreprises ont adopté massivement l'intelligence artificielle générative. Par exemple ? Les dernières statistiques qu'on a, c'est que le taux d'adoption de l'intelligence artificielle générative par les entreprises est en train un peu de baisser. Il n'y a pas finalement un taux d'adoption aussi important que ça parce que les cas d'utilisation ne dépassent pas ce qu'on appelle les premières expérimentations. Donc il n'y a pas une adoption de l'intelligence artificielle générative aussi importante qu'on le dit. Ouais. Donc il y a des chercheurs. Moi j'étais la semaine dernière, mardi dernier, à une conférence à Normal Sup par une chercheuse qui parlait de l'impact général, environnemental, sociétal de l'intelligence artificielle générative. Et elle dit peut-être on va avoir un nouvel hiver de l'intelligence artificielle parce que
ça marche pas aussi bien qu'on le dit. Et puis Alex Lutz. Oui. Et alors là, c'est compliqué, parce qu'elle fait quoi, sa maman? Elle est prof d'allemand. Elle est prof d'allemand. Et le jeune Alex Alors Alex, lui, il est plutôt dans les arts. Il a envie de faire du dessin, il a envie de faire du théâtre, tout ça. Et les enseignants, ses professeurs, lui, les conseils, c'est quoi ces métiers, quoi? C'est pas un métier, quoi. Et voilà. Alors que sa maman, elle avait envie de l'aider, de le conseiller. Il fait du théâtre. Ils sont de Strasbourg, donc il fait du théâtre à Strasbourg. Enfin, qui n'est pas le pire endroit pour faire du théâtre, parce qu'il y a, y compris l'école du TNS, une belle structure. Et les enseignants l'aident pas. Ils disent c'est un métier de saltimbanque, voilà. Et sa maman, elle s'est toujours battue, mais pendant son enfance, pour qu'il y arrive, il fasse des choses artistiques, parce qu'elle savait qu'il n'était pas comme les autres, enfin pas comme les. Elle le sentait depuis qu'il était petit. De toute façon, il aimait se déguiser, il y avait un parcours comme les autres élèves. Donc elle a vraiment aidé, et c'est vrai que ça n'a pas été évident pour elle, quoi. Elle s'est battue. Elle dit souvent mon fils, ma bataille. Elle s'est vraiment battue pour. Elle est assez critique sur le milieu de l'éducation, mais ce qui est un peu surprenant, elle est prof d'allemand, elle a vécu. Alors elle connaît bien ce milieu, mais c'est vrai qu'elle est. Dont elle dit que elle dit qu'ils n'aident pas, ils aident pas vraiment les élèves qui veulent faire. Ils ne sont pas très accompagnants en fait. Ouais. C'est la fin de notre émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe. Adrien Fontenot, journaliste sur notre émission. Merci à vous d'avoir été là aujourd'hui. Vous revenez vite, j'espère, Adrien. Alors très prochainement. J'ai pas la date exacte en tête, mais je reviens très prochainement. Merci aussi à toute l'équipe en régie que je salue évidemment, à la réalisation Mani Pézèche, que le son Thibaut Gruy-Lafont, Laure Edmond le maquillage, Emma Ferré et Laura Girard à la rédaction. Merci à vous tous, l'équipe. On se retrouve évidemment lundi et je vous souhaite un très bon week-end. Ciao. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Microsoft.